ressort du football guinéen. Bonjour et bienvenue dans Football Factory, le numéro 6 de cette émission qui vous parvient toutes les semaines chez vous. Au sommaire de cette édition, la reconduction de Michel Dussuet, le sélectionneur français de l'équipe de Guinée, va être avec nous pour parler de sa nouvelle aventure avec le Sili national de Guinée. Merci et bienvenue. Michel Dussuet, bienvenue dans cette émission. Merci. Vous avez été reconduit cette semaine par la Fédération guinéenne de football. Quelles sont vos impressions après cette parenthèse de quelques mois? Tout d'abord, je suis content de poursuivre l'aventure à la tête du Sili. C'est un travail qui a été entrepris pendant 3 ans et demi, depuis que je suis arrivé en 2010, depuis que je suis rentré, avec un travail en profondeur. Donc j'avais à cœur de poursuivre cette tâche, donc je suis très content. Vous êtes content, mais certains observateurs estiment en tout cas pour leur part que vous avez passé beaucoup trop de temps et que vous n'avez pas suffisamment su donner une direction à cette formation du Sili de Guinée. Je pourrais m'inscrire en faux contre cette analyse-là, parce que beaucoup de joueurs sont venus enrichir l'équipe. Nous sommes repartis avec un groupe jeune. Je pense que l'équipe nationale aujourd'hui dégage une belle image, soit en dehors du terrain ou sur le terrain. Elle a une qualité de jeu qui est reconnue par beaucoup d'observateurs. C'est un groupe qui est jeune, qui a du potentiel et qui a des perspectives d'avenir. Je voudrais signaler que sur les 17 matchs officiels que nous avons eu à faire, nous n'en avons perdu que 4, nous en avons gagné plus de la moitié, 9. Donc c'est vrai qu'en termes d'objectifs de qualification, malheureusement on a échoué, notamment sur la CAN 2013, avec ce match très très compliqué pour nous à Niamey, pour des raisons d'effectifs. Mais je considère que le travail qui a été entrepris est un travail de fond et qui doit être poursuivi. Il doit être poursuivi, mais est-ce que votre équipe n'est pas une équipe de seconde zone? Est-ce que vous avez suffisamment de potentiel pour pouvoir prétendre à plus? Quand les matchs sont décisifs, en général le Sili se dilate, quoi. Non, il y a deux aspects. Certes, on ne peut pas avoir le potentiel qu'ont beaucoup d'autres pays africains, à l'image du Sénégal, du Cameroun, du Mali, du Nigeria, du Ghana. Beaucoup d'équipes en termes d'effectifs, des joueurs de haut niveau, en ayant doublé les postes. Aujourd'hui, la Guinée a un effectif de qualité, certes, mais pas aussi riche que ces nations-là. Et on se retrouve confronté quelquefois aux aléas des indisponibilités. Et c'est ce que l'on a payé un peu cher sur les matchs, parce que ce soit contre l'Égypte, contre le Niger, nous étions touchés par beaucoup de blessures et qu'on n'a pas les moyens suffisants, un effectif suffisamment riche et expérimenté pour pallier à ces défections-là. Maintenant, sur les matchs en eux-mêmes, je dirais que bien sûr, quand on a un effectif jeune, c'est une qualité parce qu'il y a des perspectives d'avenir. Mais on ne peut pas avoir à la fois la jeunesse et l'expérience. C'est ce qui nous a été un peu préjudiciable sur certains matchs, vous en avez parlé. Même si on peut toujours refaire les matchs, refaire l'histoire. Je considère qu'on n'a jamais été bousculé par les équipes que nous avons affrontées, y compris même l'Égypte, qui nous a battus 2 fois. Mais chaque fois, avec des scénarios un peu identiques, on a affronté 2 fois cette équipe et sur les 180 minutes de jeu, on en a passé
près de la moitié en infériorité numérique. Donc ce sont des paramètres dont il faut tenir compte quand on fait une véritable analyse. Aujourd'hui, avec la nouvelle donne qu'il y a dans le championnat guinéen, Michel Dussuyer sera plus enclin à prendre quelques joueurs locaux pour renforcer cette formation du Sili, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, au niveau du championnat, on rencontre quand même des joueurs d'un certain niveau, et l'arrivée d'étrangers a quand même permis de rehausser un peu le niveau de ce championnat-là. Est-ce que cela plaide en faveur des joueurs locaux? Oui, bien sûr. Le championnat guinéen est en progression depuis 2 ans maintenant, et sous l'impulsion aussi d'investisseurs qui, en apportant des moyens au football guinéen, au football local, concourent à son développement. L'arrivée, vous l'avez dit aussi, de joueurs étrangers, même si moi personnellement, bien sûr, je suis obligé je ne peux pas compter dessus, donc ça ne m'arrange pas, mais en tout cas ça bonifie le niveau des équipes locales, et les footballeurs locaux en tirent profit parce qu'ils se frottent à des joueurs d'expérience et d'un très bon niveau. Le niveau des entraîneurs aussi est en phase de progression, donc tout ça sont des facteurs qui concourent à l'amélioration et au développement du football local, mais aujourd'hui il faut bien mesurer les enjeux et situer que le football local pour l'instant n'est pas encore plein de plan que le niveau international, qu'il y a des écarts, que c'est pas toujours évident. J'ai eu à appeler des joueurs locaux, les résultats n'ont pas toujours été à la hauteur des attentes. Moi, il n'y a pas de secteur, quoi. Tout mon souhait, c'est de sélectionner des joueurs dont je pense qu'ils vont me faire gagner le match. Donc le capital joueur est composé de ses qualités individuelles et également des facteurs expérience qu'il peut avoir. Vous aurez un match amical le 5 mars prochain du côté de Téhéran face à cette formation iranienne qui participe à la Coupe du Monde et qui a souhaité avoir un sparring partenaire africain. Est-ce que pour vous aujourd'hui, vous avez une idée, malgré que vous venez à peine de reprendre les activités au sein du Sili, vous avez une idée en gros sur le groupe qui peut être disponible pour cette confrontation, puisqu'on sait que le capitaine Camille Zayat et Oumar Kalaban sont déjà forfaits. Est-ce qu'on peut avoir un état des lieux, un succinct de cette formation du Sili? Non, vous l'avez dit, c'est vrai qu'il y a des secteurs de jeu où on va être confronté à des difficultés, puisque Camille et Oumar, qui sont des joueurs expérimentés, seront absents. J'ajouterai aussi Mamoudou Morin, qui est sans club actuellement. Je pourrais aussi ajouter Lanfia Camara, qui a un peu d'expérience au niveau international et qui sera absent, parce que lui aussi vraisemblablement va devoir subir une intervention chirurgicale. Donc c'est vrai que c'est un secteur de jeu qui actuellement pose problème. En tout cas, il y a des solutions qui existent, que ce soit aussi dans le football local. Ça permettra peut-être d'ouvrir certaines portes. Nous allons revenir à vous tout à l'heure. Michel Dussuyer, qui en décembre avait vu son contrat arriver à terme, et donc un appel d'offres avait été lancé par la Fédération guinéenne de football. Idriss Sabari revient sur ce sujet dans cet élément. C'est désormais officiel, l'État guinéen, à travers le ministère des Sports, sur la proposition de la Fédération guinéenne de football, a décidé de reconduire dans ses fonctions d'entraîneur sélectionneur le Français Michel Dussuyer à la tête du Sili national de Guinée pour 18 mois. Dans ce nouveau contrat qualifié d'objectif par les deux parties signataires, le technicien français va poursuivre son travail de reconstruction de l'équipe nationale A qu'il a entamé depuis 2010. Cette reconduite est diversement perçue par les observateurs du football guinéen. Selon un premier groupe, le sélectionneur du Sili national n'a pas pu honorer son précédent contrat avec la non-participation de l'équipe guinéenne à la dernière CAN organisée en Afrique du Sud. Selon ces mêmes sources, l'équipe du Sili a été éliminée de la course pour le mondial 2014 au Brésil lors des éliminatoires.
Par contre, d'autres estiment que Dussuet a pu mettre en place un groupe de footballeurs talentueux pour la Guinée. En plus de cela, l'entraîneur français a bénéficié du soutien de certains joueurs, dont le capitaine Zayat Kamil et Yvon Traoré. De son côté, la Fédération guinéenne de football estime que sur la cinquantaine de postulants, Michel Dussuet a obtenu une forte moyenne de 88,88% contre 62,77% pour Didier Six et 56,66% pour Tom Pfister, ses deux concurrents. Lors de son précédent contrat, Michel Dussuet a livré plus de 12 matchs officiels, dont 5 victoires, 4 matchs nuls et 2 défaites. Un bilan qualifié de mitigé par ses détracteurs qui espéraient au moins voir l'équipe du Chili participer à la CAN 2013 après son élimination prématurée à la précédente édition. Dans ce nouveau contrat, le défi auquel Dussuet fera face est de faire qualifier la sélection guinéenne à la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations prévue au Maroc, dont les éliminatoires débuteront au mois de septembre prochain. Aujourd'hui, revenant sur le championnat, la Ligue 1 Nimba Mining et la Ligue 2 se jouent actuellement. Vous avez suivi quelques matchs. Quel est votre regard sur le niveau et la qualité du jeu produit? Non, très honnêtement, j'étais un tout petit peu déçu des prestations que j'ai pu voir, des matchs que j'ai pu suivre. Mais c'est vrai que le terrain est un petit peu difficile et il nuit un peu à la qualité technique parce qu'il est un peu bosselé. C'est vrai que je suis resté un petit peu sur ma faim parce que j'avais vu des choses vraiment intéressantes tous ces derniers mois. J'espère que c'est juste ponctuel et que vraiment le football, les matchs du championnat aujourd'hui suscitent l'intérêt. Il est très important que le spectacle soit au rendez-vous. Mais vous sentez quand même que vous aurez de plus en plus de pression par rapport à ces matchs du championnat guinéen qui attirent beaucoup de monde et donc les supporters vont plus vous lâcher par rapport à la sélection de certains joueurs. Mais ça ne vous fait pas peur, j'imagine. Oui, j'ai mon mode de fonctionnement, ça fait 5 ans et demi que je suis en Guinée. Je pense qu'aujourd'hui les gens me connaissent, ils savent comment je fonctionne, ils savent comment je travaille, la rigueur que j'ai mis dans mon travail. Donc aujourd'hui, je vais continuer sur cette voie-là. Moi je sélectionne, comme je l'ai dit tout à l'heure, des joueurs que je pense qu'ils vont me faire gagner le match. Nous allons continuer cette émission avec cet élément sur le stade régional de la Baie réalisé par Idrissa Barry. La problématique des infrastructures sportives en Guinée se pose avec acuité. En effet, le pays ne dispose que de peu d'installations sportives. Il s'agit des stades du 28 septembre et celui de la Baie qui sont pour le moment opérationnels. Parlant du stade de la Baie, il a été inauguré en 1998 avec une capacité d'accueil de plus de 5000 places. Ce stade-là, il a été mis à la disposition des gens. D'abord, les travaux n'étaient pas terminés parce que vous avez constaté que la piste d'athlétisme n'était pas faite. Il y avait un problème d'eau et ainsi, je crois que toutes ces conditions réunies-là, le stade a fini par être complètement dégradé et vous avez vu la situation dans laquelle nous nous trouvons. À son inauguration, je crois que, je ne sais pas si c'est la CAF ou la FIFA qui a envoyé un spécialiste ici, qui était Mawad Wade, feu Mawad Wade, le Sénégalais, je crois. Et là où nous sommes arrêtés, il a osé dire aux gens qui étaient là qu'à l'heure où je vous parle, on peut jouer ici une demi-finale de Coupe du Monde Brésil-Italie. Tellement le stade, c'était un joyau. Depuis quelques années, on assiste à une dégradation poussée de ces installations. La clôture, les grillages de protection, les vestiaires, le tableau d'affichage, les cabines des reporters, la pelouse, tous sont dans un état de délabrement poussé. Nous, les utilisateurs même, personne ne concourt à entretenir la chose. Donc, si chacun de nous faisait... Vous savez, je crois qu'en tant que citoyen, il y a ce que nous pouvons attendre de l'État et ce que l'État doit attendre de nous. Le minimum quand même. Mais vous constaterez que même nettoyer ici, ça pose des problèmes. Donc, en fin de compte, il n'y a plus la possibilité de récupérer le stade. Le stade Elhadji Saifoulaye Diallo de la Baie ne répond plus aux conditions sanitaires. Les toilettes manquent d'eau et les WC sont bouchés.
Pourtant, des compétitions nationales se tiennent au sein de ce stade, notamment le championnat national de football. Les citoyens rejettent la responsabilité de cette dégradation sur la direction du stade. Mais en réalité, je pense qu'il n'y a pas de direction de ce stade. C'est géré à la volée, je crois. Il n'y a pas de direction. Et ça, je pense qu'il faut, si vous voulez savoir s'il y a effectivement une direction qui fonctionne, il faut s'adresser à la direction préfectorale de la jeunesse ou à l'inspection régionale. Mais je pense qu'il n'y a pas de direction parce qu'une chose où il y a un directeur ne peut pas être comme ça. La pelouse qui était recouverte de gazon à l'inauguration est aujourd'hui en terre battue, recouverte de poussière. Pourtant, la cité de Karaboko Alpha Molabé, au-delà de sa dimension religieuse, vit aussi au rythme du football par la présence de deux clubs de cette ville en Ligue 1. Il s'agit du Félostar de l'Abbé et les Espoirs de l'Abbé. Tous ces clubs utilisent ce même stade pour leur préparation dans le championnat. D'autres équipes des clubs informels viennent aussi s'entraîner sur cette pelouse poussiéreuse, chose qui n'est pas sans conséquence sur la santé des sportifs et leurs encadreurs. Nous avons un médecin et puis là où je vous parle comme ça, je suis enrhumé. Et beaucoup de joueurs sont enrhumés. Donc de temps en temps, nous sommes tenus par les mains qui existent au bord, prendre du lait. C'est le seul monde qu'on peut voir alors là avec nous ici. J'ai eu des amis qui ont été à l'hôpital à cause de la poussière. Bon, après le masque, il y a des jeunes quoi. Des fois, même si on fume des yeux, si on mousse, on ne fait que seulement la poussière. Ça nous gêne souvent les yeux. C'est risquant. C'est beaucoup dangereux parce que vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que la poussière c'est quelque chose qui rend malade. Donc nous sommes là impuissants de terrain, nous entraînons sur ça. Mais réellement les enfants souffrent, les entraîneurs souffrent, même le public qui vient observer ici les matchs, ils souffrent. Oui, on arrose pour si peu de temps. Si on n'arrose pas tout le terrain, c'est ici seulement qu'on arrose. Peut-être il y a pour ne pas la poussière monte vers les civilités, peut-être c'est ça. Sinon on n'arrose pas tout le stade. C'est au début, c'est ici seulement qu'on arrose. On laisse au milieu avec l'autre côté, on laisse là-bas. Pour chaque match disputé dans ce stade, les spectateurs achètent des tickets pour suivre les différentes rencontres. Mais ce que les acteurs ne comprennent pas, c'est à quoi servent les différentes recettes collectées. Bon, si on vient encore, par exemple, si un championnat, si on veut regarder le match, ils nous obligent encore de payer quoi. Bon, chaque fois, ici, même ici à un tournoi interscolaire, interécole, même interclasse, les gens sont obligés de payer. On paye, nous on pense qu'on paye pour qu'ils arrangent le stade, mais c'est au contraire. Souvent on contribue ici 2007, 5 000 même. Le match c'était 5 000 par personne. Non, mais si vous regardez l'état du mur, de la clôture, vous constaterez qu'un match de football ici ne peut pas rapporter. C'est-à-dire que maximum 1 million, 1,5 million. Si vous prenez là le frais d'entretien des officiels, je pense qu'il ne reste plus rien. La Guinée compte organiser la CAN 2019 ou à défaut celle de 2021. Pour cela, il faut des infrastructures adéquates pour la tenue de cette compétition. L'obtention de cette organisation passe par la rénovation des installations existantes et la construction d'autres stades. Il faut qu'ils comprennent, s'ils doivent rester au panthéon de ceux qui ont dirigé ce pays, il faut qu'ils acceptent de financer la construction de petits stades de 6 000, 8 000, 10 000 places dans les différentes préfectures et que ces stades-là soient entretenus. Mais on ne peut pas vivre dans un pays où le championnat national se joue sur... Ça, ce n'est même pas de la terre battue, sur un champ de patates. Ce n'est pas possible et on veut la performance. Mais il n'y aura jamais la performance. Et il faut donc que les autorités prennent le taureau par les cornes pour changer la situation de la jeunesse guinéenne. En rappel, le stade Elhadji Saïfoulaye Diallo de l'Abbé a abrité en 1999 la CAN militaire qui avait été remportée par l'Égypte. De plus, le Sili national aussi a joué sur cette pelouse contre les éperviers du Togo dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2000.
Michel, nous savons tous que les infrastructures sont importantes pour le développement du football. On voit que celles qui existent déjà ont du mal à être entretenues. C'est un problème crucial puisque pour développer le championnat, il faut passer par là. Le constat de l'abbé ne fait plaisir à personne. Mais que faut-il revoir au niveau de cette organisation pour que l'on puisse disposer du minimum de stades, puisqu'on ne peut pas jouer uniquement au stade du 28 septembre. Oui, tout à fait. Il faut développer les infrastructures. Je pense que ce serait peut-être intéressant de monter un projet, un programme, et d'essayer de le tenir sur les 3 ou 4 prochaines années. Il y a en perspective l'organisation d'une CAN, donc ça peut être aussi un formidable détonateur dans le développement de ces infrastructures. Donc ce sont des choses qui sont intéressantes, mais vous l'avez rappelé, la qualité des infrastructures concourt au développement du football local notamment, et c'est un paramètre qui est très important. Tout le monde doit impulser quelque chose. Je sais que les facteurs financiers sont très importants, donc il faut aussi que l'économie du pays soit saine et qu'elle puisse faire profiter tous les secteurs d'activité. Donc c'est un paramètre aussi dont il faut tenir compte, mais bien sûr que c'est quelque chose de très important. Moi, ce que je souhaite, on a un nouveau stade de 50 000 places qui a été livré depuis déjà très longtemps. J'ai vraiment hâte que les Ciné nationales puissent jouer sur ce terrain-là. Vous avez hâte, mais pour l'instant, vous n'avez que le stade du 28 septembre, comme toutes les équipes de Conakry, et dont l'Oroya qui prépare son match de Ligue des Champions face au Raja. Et l'Oroya, à certains moments, est obligé de s'entraîner le matin, puisque le stade étant occupé les après-midi pour les matchs du championnat. Est-ce que c'est des conditions idéales pour préparer un match de Ligue des Champions? Non, les conditions ne sont pas parfaites, vous l'avez rappelé, c'est par un manque d'infrastructure. Coléa même a un stade dans son quartier, il a l'habitude de s'entraîner. Oroya, c'est vrai, vient ici, mais tous ces stades de quartier demandent à être rénovés. Il y a des projets qui sont là, c'est vrai que le stade de la Mission bientôt va devenir un terrain synthétique, c'est une belle avancée, il y a d'autres projets qui existent. J'espère que les choses vont se faire assez rapidement pour accompagner justement le développement de ce football local, parce que si on veut avoir des exigences en termes de résultats, il faut avoir des exigences en termes de moyens. En parlant d'exigences, on a des exigences vis-à-vis du Oroya en Ligue des Champions, mais il tombe sur le Raja, qui est une des toutes meilleures équipes sur le continent. Mais concrètement, quelles sont les chances de cette formation coachée par Amara Traoré face à cette formation marocaine? Le match aller, je vous le rappelle, est prévu pour ce dimanche à Conakry, ici même, au stade du 28 septembre. En tout cas, le Oroya a tout à gagner. Il n'est pas favori. Certes, il va tomber contre un gros challenger, puisque le Raja a fait un très bon parcours à la Coupe du Monde des clubs. Donc ça a suscité beaucoup de respect de la part de tout le monde sur le continent africain. Maintenant, je pense que beaucoup de choses vont se jouer ici à Conakry. Ce match aller va être important parce qu'il va permettre un peu de situer les choses, et je pense que le Oroya peut surprendre cette équipe du Raja sur ce match aller. Si le Oroya arrivait à gagner sans encaisser de but, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant dans la perspective du match retour. Intéressant dans la perspective du match retour, surtout qu'on sait que les équipes marocaines ont du mal un peu à domicile en compétition africaine, mais pour cela il faudrait déjà que le Oroya fasse le nécessaire ici. Sur quel élément le Oroya peut-il se baser pour faire douter cette formation? Vous les avez vus face aux Mauritaniens, où ils ont été assez flamboyants, où ils ont eu assez d'opportunités, mais il y a un facteur qui malgré le score très large, qui peut étonner, c'est le nombre d'occasions vendangées par cette formation et cette ligne d'attaque du Oroya. Est-ce qu'à ce niveau-là de la compétition, ça ne peut pas être pénalisant? Certes, même si Oroya a quand même marqué 3 buts, ce qui n'est pas négligeable. Moi, ce que je retiendrai, c'est que je pense que le Oroya, lors du match aller ici à Conakry, devra essayer vraiment de mettre sous pression le Raja, de le surprendre, d'aller le presser haut, de bloquer les relances, de mettre du rythme dans la rencontre.
Il y a un autre facteur important, c'est la chaleur n'est pas la même ici qu'au Maroc, elle est plus humide, donc les Maghrébins peuvent souffrir aussi de ce paramètre-là et avoir du mal justement à s'exprimer sur le plan athlétique. Donc je pense que beaucoup de choses vont se jouer dans l'engagement, dans la détermination, dans la densité physique que le Roya va mettre sur ce match-là. Et après, comme dans toute chose, quand vous rencontrez un adversaire de grande qualité, il faut avoir un petit peu de réussite ce jour-là. Alors je vais vous expliquer un peu par rapport au match de Oria contre les Mauritaniens. J'ai vu que vraiment l'organisation mise en place par Amara, c'était une bonne organisation. Mais le problème c'est au niveau de l'animation. Et puis on a remarqué que entre Gal, Aboubacar Kamara et puis Diakité, il y avait il manquait une certaine complémentarité entre les deux. Tous les deux crochets pour demander le ballon au niveau des deux défenseurs centraux, à savoir le capitaine et puis Fodé Kamara Kifour. Et puis personne ne prenait la profondeur. Vous avez vu, si vous avez remarqué par exemple, le but le premier but marqué par le Oroya, c'est parce que moi, j'étais avec certains, j'ai dit, ne balance pas, continue encore. Gal, il a fait une course de 20 mètres et on a vu l'ailier venir demander le ballon à l'intérieur et dès qu'il a vu que l'attaquant droit demandait le ballon maintenant dans les intervalles et puis il a lui aussi, il a sollicité sur le dos de deux défenseurs centraux et voilà comment le premier but est venu. Sinon au départ, ils avaient quand même du mal à retrouver les attaquants parce qu'à chaque fois que Gal avait le ballon et puis tous les quatre attaquants, à savoir les deux attaquants de côté et les deux avant, il y avait un avant-centre, il y avait un 9,5 parce que le petit Burkinabé tournait autour de l'Ivoirien. On a compris que franchement il y avait quand même du problème au niveau de l'animation offensive. Mais là après il a essayé de reprendre un peu Diakité. Mais finalement, moi jusqu'à ce qu'il a changé Diakité, lui il était déjà perdu dans le jeu parce que là il se cachait derrière. Moi je pense bien que là ça s'est bien passé parce qu'ils ont gagné 3-0. Mais ça ne sera pas la même chose contre les Arabes. Parce que quand on joue contre les Arabes, il faut faire beaucoup attention. Pourquoi il faut faire beaucoup attention avec les Arabes? Parce que les Arabes n'aiment pas des joueurs qui aiment éliminer 1 ou 2, 3 joueurs. Donc il faut qu'il y ait beaucoup de technicité dans le jeu pour éliminer. Parce que les Arabes, pour les contrer, quand vous avez des joueurs qui peuvent éliminer 1 ou 2, 3 joueurs, là ils sont capables de tirer le maillot et prendre les joueurs et puis prendre les cartons. Mais si ce qui s'est passé ici contre les Mauritaniens avec les deux milieux de terrain, Diakité et Gal, ça va être difficile pour nous. Je ne pense pas que ça va être difficile pour nous parce que le match aller va se jouer à Conakry, mais au match retour ça va être très très difficile parce que déjà pourquoi? Et les Arabes, nous connaissons le football des Arabes. Les Arabes, et quand vous voyez les latéraux, ils demandent toujours le ballon sur le dos de la défense adverse. Et on tire la défense, notre défense, vers le milieu de terrain. Les deux milieux de terrain, ils rentrent dans le jeu, c'est pour permettre aux latéraux de demander le ballon sur le dos, et puis là on balance le ballon. Et quand on balance le ballon sur le dos de la défense adverse, du moins c'est de l'autre équipe, et là ils vont saisir maintenant dans la bouteille. Et ça va être extrêmement difficile. Nous allons remercier Michel Dussuet d'avoir accepté notre invitation. Coach Michel, même si moi je suis un peu frustré de jamais avoir bénéficié d'une sélection en équipe nationale, et pourtant je suis disponible pour cette formation. Vous le savez, je suis même prêt à payer mes déplacements pour aller apporter à cette formation du Chili, et en espérant que Morlaye, Souma et vous allez rapidement pallier à cet état de fait. Disponible mais pas visible sur le terrain. Merci bien, merci d'être venu chez nous et à très bientôt à Téhéran où on espère vous suivre avec cette formation du Chili. Merci à vous. C'était le numéro 6 de Football Factory qui vous a été présenté par Sega Diallo, produite par Newscom. Merci et à bientôt.